Alors maintenant, on va passer à une autre cause des céphalées aiguës. C'est une cause très, très sérieuse. Il s'agit de l'encéphalopathie hypertensive. Alors avec Mohamed Azar, c'est quoi l'encéphalopathie hypertensive? D'abord, l'encéphalopathie hypertensive est une entité qui s'encadre dans l'urgence hypertensive. Et c'est quoi l'urgence hypertensive? C'est des chiffres tensionnels supérieurs à 180, 110. 180 pour la systolique, 110 pour la diastolique, avec une souffrance viscérale. Donc, elle est de loin, donc elle est donc, une étiologie très grave donc, et pourvoyeuse donc, de beaucoup de complications. L'HTA essentielle est donc l'étiologie la plus fréquente et elle survient surtout dans des conditions de malobservance thérapeutique, des erreurs diététiques et donc dans des milieux défavorisés. Donc la démarche clinique devant une urgence hypertensive en général. Donc, il faut commencer donc par l'interrogatoire, donc il faut rechercher donc l'ancienneté de la tension artérielle, le régime thérapeutique que le patient prend, est-ce qu'il y a des erreurs diététiques, etc. Donc les autres traitements que le patient prend. Puis donc la deuxième étape c'est la confirmation des chiffres tensionnels. Donc il faut mesurer donc la tension artérielle dans les bonnes conditions. Donc un patient allongé avec un repos d'au moins donc 5 minutes. Il faut bien poser donc le brassard, il faut rassurer le patient donc, pour éviter l'effet blues, etc. Donc, si donc, ces chiffres sont élevés, il faut répéter la mesure donc, après quelques minutes donc, pour bien poser donc, un diagnostic d'une poussée hypertensive et puis donc, rechercher les signes, donc, dans la troisième étape, les signes de souffrance viscérale qui vont définir l'urgence hypertensive. Donc il faut pour cela il faut faire un bon examen clinique. Donc il faut faire un examen pulmonaire à la recherche des signes de l'OAP, de l'œdème aigu pulmonaire, à savoir donc on cherche une tachypnée, une cyanose et donc à l'examen des crépitants, etc. Il faut faire donc un bon examen cardiovasculaire. Donc on ausculte le cœur, on ausculte donc les vaisseaux et les poux donc à la recherche d'une asymétrie en faveur donc d'une dissection de l'aorte. Il faut également faire donc un bon examen donc neurologique à la recherche des signes donc de l'AVC ischémique par exemple. Donc on recherche des déficits moteurs et sensitifs, donc les signes de focalisation. Et pour l'encéphalopathie hépatique, donc plutôt l'encéphalopathie hypertensive, donc là donc je vais détailler un peu les signes. Déjà, donc, le mécanisme, c'est une vasodilatation et une rupture donc, de la barrière hémato-encéphalique donc, qui permet donc, au liquide d'infiltrer le tissu interstitiel et de générer un œdème dit vasogénique. Et donc, avec des micro-hémorragies. Donc, cet œdème est responsable d'un effet de masse. Et donc, on a des signes, par exemple, donc on a la céphalée. On a également donc, les nausées, les vomissements, la désorientation, la confusion, donc jusqu'au tableau donc les plus compliqués, par exemple les signes focaux et donc par exemple les crises d'épilepsie. Et donc il faut également donc faire donc il faut donc également donc, rechercher les autres complications. Donc il y a un truc donc mnémotechnique donc qui résume le retentissement donc viscéral de l'urgence hypertensive. Donc corne, C c'est pour le cœur, donc on recherche ça dans le coronarien aigu, on recherche la dissection aortique et on recherche l'OAP. O pour l'œil, donc on recherche une rétinopathie hypertensive. R donc c'est pour le rein, on recherche une insuffisance rénale aiguë. N c'est pour neurologie, on recherche une encéphalopathie hypertensive, une AVC, etc. Et donc le E c'est pour l'éclampsie et la pré-éclampsie. Donc on vient au chapitre de traitement. Donc, pour traiter, il faut donc déjà guetter les symptômes, les facteurs déclenchants, à savoir donc, la douleur, une fièvre, par exemple donc, une hypoglycémie ou donc l'hypoxémie, et donc un traitement étiologique. Le médicament de choix, c'est la nicardipine, c'est le Loxène. Donc on l'administre à une dose de 10 mg. Donc 10 mg, un coup de 10 mg, on la passe dans 10 minutes, puis on passe 2 à 4 mg par heure à la sape et on adapte. Donc on peut augmenter d'un palier de 0,5 mg par heure selon donc, les chiffres tensionnels du patient. Donc il y a d'autres médicaments, donc par exemple le labetalol qui est le Tromdate, donc c'est un traitement à administrer à une dose de 1 mg par kilo donc en 1 minute et à répéter donc après 10 minutes.
Donc, on l'utilise généralement quand on a un vieux chromocytome. Donc, lorsque la tension artérielle est due à un vieux chromocytome qu'on repère donc par la triade, donc les sueurs, les palpitations et les céphalées. Et donc, il y a d'autres traitements, par exemple le furosemide. Le furosemide, donc, on le donne quand on a des signes donc, de congestion, on le donne à une dose donc, de 20 à 60 mg. Donc, on est vide, donc une ampoule à 3 ampoules. Les objectifs, donc il y a d'autres, donc comme le rapidil. Donc il y a donc pour les objectifs, donc pour toutes les urgences hypertensives, il faut diminuer de 20% la tension artérielle dans l'intervalle de 2 heures. Puis après, donc on vise dans les 2 à 6 heures donc suivantes une tension de 160-100. Et donc, la seule exception, c'est donc la dissection aortique. Donc, la dissection aortique, il faut baisser rapidement. Voilà, il faut baisser rapidement la tension artérielle, il faut viser le chiffre 110. Donc, dans l'intervalle de 10 minutes, donc on doit arriver à ce chiffre et le maintenir. Donc, si tu as parlé du scanner, la place du scanner cérébral concernant l'encéphalopathie hypertensive, quelle est la place du scanner? Donc, on demande donc le scanner que si on a donc des signes de focalisation par exemple. Si on a des signes de focalisation, là on doute d'autres diagnostics, par exemple donc l'AVC ischémique ou donc la thrombophlébite. Donc pour différencier, il faut demander la TDM cérébrale. Donc il reste à noter que les AVC ischémiques ils sont accompagnés d'une élévation de 10% à 20% donc, de la tension artérielle qu'il faut respecter, donc il ne faut pas donc, baisser. Une AVC donc, avec une tension de 180-190, donc c'est à respecter. Alors maintenant on arrive au dernier chapitre, il s'agit des hypoglycémies. Alors vous m'avez laissé le dernier chapitre qui est un chapitre... Déjà là on est hypoglycémie. On est hypoglycémie, voilà, déjà là on est hypoglycémie. Alors l'hypoglycémie, il est alors, c'est une entité très très vague, parce qu'on parle d'hypoglycémie chez les diabétiques et des hypoglycémies chez les non-diabétiques. C'est une entité anatomique très très importante. Alors, premièrement, c'est quoi l'hypoglycémie? L'hypoglycémie, c'est la diminution de la glycémie inférieure à 0,6 chez le diabétique, inférieure à 0,5 chez le non-diabétique. C'est ça la définition. C'est un diagnostic qui est biologique. Alors, premièrement. Alors, cliniquement, le patient en hypoglycémie, il a juste chose. Soit on attend un coma hypoglycémique, c'est déjà en retard. Mais on a 3 choses à chercher chez un patient qui est le coma, mais il y a des signes neurovégétatifs. Alors, premièrement, on a des signes neuroglycopéniques. C'est les signes de souffrance de la cellule cérébrale. N'importe quel signe neurologique il peut être présent sur ce syndrome neuroglycopénique. Un syndrome des signes de Babinski bilatéral, le coma, aréflexie, n'importe quel signe neurologique. Alors c'est l'atteinte, c'est la souffrance cérébrale, n'importe quelle tâche cérébrale. Les signes neurovégétatifs qui sont secondaires à la sécrétion de l'adrénaline compensatrice. Les sueurs, palpitations, anxiété, tachycardie, etc. Et troisième des choses, on peut avoir tout à fait un patient dans un état de coma hypoglycémique. Alors on a ce qu'on appelle la triade de Whipple. La triade de Whipple, il s'agit des signes neuroglycopéniques, une glycémie qui est basse et les signes qui vont être absents après la normalisation de la glycémie. Et après un recyclage on va avoir après les méthodes de recyclage. Alors, j'ai un patient en état on a suspecté une hypoglycémie. Alors, première des choses, on doit savoir est-ce que c'est un patient diabétique ou c'est un patient qui est non diabétique. Alors, diabétique, c'est seulement par l'interrogatoire. Je ne sais pas ce que il a كان يهضر معاك غادي يقول لك واه الا كان مازال كيهضر معاك انه راه مازال ما وصلناش انا تري افونسي تما كنشوفوا لونتوراج ديالو صافي واش كيدير السكر كياخذ الانسولين واه alors c'était une intoxication à l'insuline s'il y a trop jeune. Alors s'il y a l'insuline c'est la cause la plus fréquente des hypoglycémies. C'est une intoxication qui est iatrogène à l'insuline chez un diabétique traité par l'insuline. Alors, première des choses. Un effort exagéré. Voilà, qui avait une consommation et qui n'a pas compensé après par un recyclage. Les ADO avec les sulfamides. Alors, voilà, les ADO, les bicouaniques ne donnent jamais d'hypoglycémie.
Metformine. Voilà. Les bigonètes dont j'avais. Alors, C'est un diabétique sous-ado, qui a les bigonètes déjà en état d'hypoglycémie, on ne cherche pas méga 14 heures. Ce n'est pas l'hypoglycémie provoquée par les bigonètes. Parce que jamais les bigonètes ne donnent l'hypoglycémie. Mais s'il est traité par des sulfamides, il peut donner de l'hypoglycémie. Alors ça, c'est une chose à insister. Alors, chez les diabétiques, l'affaire est un peu facile. Alors, soit c'est une intoxication à l'insuline, soit un patient sous-ado avec les sulfamides. Alors, prise en charge, comment on va faire? Alors, on va parler aux extrêmes urgences. Aux extrêmes urgences, alors le coma hypoglycémique. Alors, première des choses, prendre une voie veineuse. Oui, prendre une voie veineuse. Deuxième des choses, commencer le recyclage par le G30 en IVL. Après, le relais avec le G10. De toute façon, il va récupérer. C'est ça la prise en charge du recyclage. Il a qu'à faire 15 grammes d'IL, score, n'importe quelle chose. On parle dans la littérature, on parle de 1 gramme par kilo de recyclage. Alors, il y a la différence de la littérature. La deuxième entité, c'est l'hypoglycémie chez le non-diabétique. Alors, première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va recycler la même chose. Si on combat hypoglycémie, planifier le patient. G30 en IVL, après le relais avec G10, 500 cc. Après, on va faire notre investigation. Alors, deux choses, on a l'hypoglycémie chez le non-diabétique. Soit hypoglycémie fonctionnelle, soit hypoglycémie organique. Fonctionnelle, c'est le syndrome postprandial idiopathique. Organique, c'est un insuline jusqu'à preuve du contraire. Insuline, premier diagnostic, les autres diagnostics. Ça peut être une insuffisance hépatique, ça peut être une insuffisance surrénale aiguë, ça peut être une insuffisance corticotrope, ça peut être une hypoglycémie auto-immune, ça peut être une dénutrition grave chez les âgés. Voilà. Alors c'est ça les deux entités. Soit hypoglycémie fonctionnelle, soit hypoglycémie organique. Et une entité à ne pas oublier, les hypoglycémies à répétition. Même chez le diabétique ou le non-diabétique, toujours chercher un insuline. Et merci. Alors, on arrive maintenant à la fin de notre fameux épisode qui était un peu très long. Alors, je vous remercie, chers amis, pour votre sincère information et à la prochaine, Inch'Allah.